Donc les questions que ça pose aujourd'hui, et ces questions je vous les livre encore une fois pour lancer tout à l'heure la table ronde, après que François ait parlé, c'est les questions que livre le marketing cette fois-ci au vin. Quelle est la place de la marque et quel est le statut de la marque? Dans certaines industries, on s'élève socialement avec l'accession à la marque. Pas qu'à la marque de luxe, c'est vrai la marque de luxe est une forme d'ascenseur social, en tout cas de sentiment d'appartenance, mais de façon générale, accéder dans certaines industries à des marques sont des formes d'ascenseur social. Ce n'est pas forcément le cas dans le secteur du vin, bien au contraire. La marque apparaît-elle quand la culture du vin disparaît? Quelqu'un me disait récemment, prenons les jeunes, il y a deux extrêmes à l'heure actuelle chez les jeunes. D'une part, ceux qui font une connaissance un peu sauvage avec l'alcool et le vin à travers les apéros géants et tous leurs débordements. Et puis d'autres, au contraire, qui ont une approche hyper conventionnelle, hyper traditionnelle, qui sont un peu des buveurs d'étiquettes pour se donner des signes de reconnaissance parce que, disait-il, la culture du vin, l'éducation au vin n'est pas encore très bien faite et que comme les transmissions se font mal, eh bien on va se raccrocher à des choses un petit peu marginales et peut-être pas habituelles. Donc, opposition entre celui qui aurait une culture et une éducation au vin et qui serait apte à aller dénicher, défricher, fouiller comme le fait un fouineur, un chineur dans les milieux un petit peu avertis de la brocante ou de l'expertise, qui serait opposé aujourd'hui à un consommateur moins impliqué, plus rapide, en recherche de balises, sachant qu'il va passer souvent moins de 30 secondes à choisir sa bouteille de vin parmi 900 bouteilles. C'est ce que nous aurait dit sans doute la personne d'Auchan si elle avait été là, mais elle est bloquée dans les neiges de Paris. La promesse de la marque donc est avant tout sa constance. Et donc là, je ne sais pas, enfin je ne suis qu'un observateur, je ne sais pas où on en est sur la volonté de la profession, est-ce qu'il le faut, et la réussite aussi de la profession sur cette constance d'un produit qui est un substrat, qui est un prérequis avant qu'une marque puisse être la coquille qui va l'emballer. On a entendu par le passé, je dirais, bien des choses sur certaines hétérogénéités du Bordeaux. M. Ferrech nous parlera tout à l'heure de la marque collective Bordeaux, et peut-être de la difficulté de faire un tout unique et unitaire sur une réalité qui est très, très diverse. Donc, difficile de faire entre cette complexité, ne serait-ce que girondine, et la mise en avant d'une marque. La marque, donc, sert-elle de balise pour le consommateur? J'en ai parlé. Les vins de marque sont-ils le luxe des gens ordinaires? Il y a une phrase dans la profession marketing qui dit que depuis une dizaine d'années, le luxe, par le passé, c'est Cap Ferrer qui dit ça toujours lui, le luxe était l'ordinaire des gens extraordinaires et qu'il a tendance à devenir l'extraordinaire des gens ordinaires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens, le statut, ou a priori qui ne font pas partie de la cible de certains produits ou marques de luxe et qui y accèdent de façon épisodique, alors que les gens qui étaient au cœur de cette cible de la marque ou du luxe s'en affranchissent de plus en plus. Donc il y a un peu de trouble dans les lignes de frontière entre est-ce que j'appartiens à cette marque, est-ce que ou pas. Fille naturelle de l'industrie, voilà, j'en ai parlé avec l'histoire du champagne qui a su sans doute développer son modèle plus spontanément vers les marques, et peut-être c'est aussi le cas, François, avec les spiritueux, tu nous diras peut-être, parce que cette industrie est plus concentrée que ne sont les industries du vin tranquille. Le public plébiscitera les vins de marque. J'aurais aimé qu'on développe ce thème-là avec la distribution, parce que il y a derrière ça la problématique de la marque de distributeur. Les marques de distributeurs, vous le savez, prennent de plus en plus de place dans les linéaires, quels que soient ces linéaires. Et dans le secteur du linéaire 20, je crois que c'est aussi la tendance, mais aussi il y a des observateurs qui disent que les marques de distributeurs ne pourront se développer réellement de façon forte et pour être au service de l'industrie que quand des marques nationales, non MDD, mais des vraies marques nationales, émergeront de façon consensuelle et avec une notoriété forte. En gros, pas de MDD tant que une ou deux marques nationales ne se sont pas mises en place. Donc peut-être qu'on parlera de ça à l'occasion de la table ronde tout à l'heure. Quel positionnement pour les marques? Où est leur place entre des vins de table, des vins de pays, des vins d'appellation dont les noms viennent de changer, et maintenant nous allons parler des vins sans IG, sans origine donc déterminée sur le plan géographique, avec les vins de valeur un petit peu supérieure, avec certains vins de marque. Tout le monde se bouscule dans les linéaires, donc certains me disent
quelle est la place, quel est le positionnement prix, et Dieu sait si le prix est un élément prescripteur pour un consommateur qui est un petit peu perdu, quelle est la place d'un vin de marque entre 2 et 6 euros, là où se trouvent la plupart d'entre elles, et notamment environnées d'autres approches, je répète, vin de table, vin de pays, quelques vins étrangers, l'AMDD, ça se bouscule avec des statuts différents, et aujourd'hui, donc, il est difficile de savoir qui fait quoi. Enfin, la France doit-elle jouer à l'export la carte des marques de cépage ou des marques d'assemblage? Où en est-on vis-à-vis d'un monde qui ne ressemble pas au marché domestique, ce que je crois savoir, qui est beaucoup plus orienté que la France donc sur une attente vis-à-vis des marques? Où en est-on? Est-ce que nous avons une carte à jouer? Si cette carte existe, est-ce que nous devons la développer sous forme de marque de cépage, dont on parle beaucoup aujourd'hui, ou bien sous forme de marque d'assemblage, comme c'est plutôt la tradition à Bordeaux? Est-ce que c'est ça que le consommateur américain, californien, russe, asiatique attend, alors que souvent on les entend dire « moi je ne bois que du pinot noir ou que du chardonnay ». Est-ce qu'on doit continuer à développer des marques d'assemblage? Peut-être aussi un thème dont on pourra parler. Voilà, j'avais prévu d'autres trucs, mais je vais passer la parole à François. Juste reprendre les propos de M. Vallée, encore lui, qui me disait, voilà quel serait le rêve d'un distributeur. Je vais revenir en arrière. Voilà, puis je m'arrêterai là. Nos linéaires sont balkanisés, il y a trop de monde, le consommateur est paumé, on a une très faible rotation des stocks, l'une des plus faibles rotations des stocks dans nos magasins, c'est le linéaire 20 avec, je crois, disait-il, les fruits et légumes qui ont, enfin je veux dire les marques qui ont une faible, trop de références si vous voulez, qui font qu'on ne s'y retrouve pas. Une paperasse administrative complexe, me disait-il, je ne fais que rapporter ses propos, je ne les cautionne pas, et donc une faible lisibilité du rayon qui fait que ce rayon ne progresse pas. Le rêve, ça serait, selon lui, c'était donc une interview de 2006-2007, 50% de notre rayon pour des consommateurs qui seraient désimpliqués, 1, 2, 3 marques, ça peut faire hurler évidemment beaucoup de gens dans la profession, quelques marques régionales pour compléter, une MDD, un premier prix et terminé. Et puis après, mais seulement ça, 50%, pour les chineurs, les fouineurs, ceux qui ont le guide achète dans la poche, qui vont passer 10 minutes, un quart d'heure dans le rayon, ils sont très rares, et ceux-là, effectivement, il faudra continuer à leur apporter de la diversité, du terroir, quelques marques châteaux, et là effectivement il faudra continuer sur ce qui est en place à l'heure actuelle un petit peu partout. Et me disait-il, l'une des raisons de la progression des parts de marché du hard discount, c'est que par la raréfaction du nombre de références, il n'y a pas 900 références mais une trentaine ou une quarantaine, et bien dans l'esprit du consommateur, se disent-ils, à tort ou à raison, j'en sais rien, le travail de sélection et d'hypersélection a été encore plus abouti. Et donc cette sélection qui est prescriptrice, qui donne conseil et qui glisse des conseils à l'oreille du consommateur, elle fait que eh bien, une certaine consommation s'est déplacée sur ce type de merchandising. Donc, disait-il, voilà, on a besoin de restructurer et d'animer différemment notre rayon en essayant d'innover, de promouvoir. Et il disait aussi, effectivement, dès 2006, me parler de pourquoi pas, et donc le dernier truc, pourquoi pas cette notion de vin de France. Donc là aussi, quelque chose qui fait frémir, bien sûr, beaucoup d'entre nous. Pourquoi pas cette notion de suppression d'indications géographiques pour les années où il a fait trop chaud, pouvoir mettre un petit peu plus de vin de Charente ou du Val-de-Loire, alors que dans le Languedoc, on ira plus facilement les années pluvieuses. Et pour vous voir, là aussi, lisser, je crois, dit-on, œnologiquement, des aspérités grâce à des gros volumes qui nous permettraient d'apporter cette constance et cette présence sur le terrain. Voilà les propos de M. Vallée qui ont l'avantage d'être un petit peu provocateur peut-être, et de lancer un peu le thème.